Bonjour à tous et bienvenue sur BLM Studio, le podcast où on bat le moteur. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a réussi à construire quelque chose de fort, sans soutien, sans validation et contre l'avis de ses proches. Se faire seul, c'est un choix, mais parfois c'est une nécessité. On va parler de mental, de sacrifice et de ce moment où tu décides d'écouter ton cœur plutôt que les bruits autour. Bienvenue dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui. Alors bonjour, je suis Hello, entrepreneuse depuis donc l'âge de 19 ans. Ok. J'ai actuellement 29 ans, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Je vis dans le sud de la France depuis toujours et mon papa est breton et ma mère est martiniquaise. Donc ce qui fait un beau métissage. D'accord. Et tu as grandi où du coup? J'ai grandi à Montpellier donc pendant 25 ans. Pendant 25 ans à Montpellier? Voilà. D'accord. Donc ça a été, c'était vraiment une très belle ville, Montpellier, le sud, le fait d'avoir ce côté très festif, très étudiant, Ok. et c'était super. Donc c'est là-bas où j'ai fait toutes mes études, et c'est vrai que c'était une super ville pour ça. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas la quitter, de finir mes études, et après c'est une opportunité professionnelle qui m'a emmenée sur Avignon. Mais c'est vrai que Montpellier reste toujours dans mon cœur, vraiment. Ok. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Alors là, je suis entrepreneuse, mais j'ai fait 5 ans de droit. 5 ans de droit. 5 ans de droit et 2 ans de médecine aussi. Ok. Donc un lourd parcours dans le côté études, donc ça a été très très long. Donc j'en avais un petit peu marre, mais ça y est, c'est fini. Du coup, tu es entrepreneuse dans quel domaine exactement maintenant? Alors j'ai 3 grandes activités, donc j'ai du consulting en marketing, j'ai également une agence digitale, donc on va gérer la communication, donc création de site internet, création de tout ce qui va être pour les réseaux sociaux, Ok. pour les entreprises. Et j'ai également un organisme de formation puisque je forme les dirigeants d'entreprise depuis sur les sujets à la fois un petit peu de vulgarisation du droit, mais également tout ce qui va être vraiment marketing, donc développement en ligne sur les réseaux sociaux. Comment vendre sur les réseaux sociaux. Bah écoute, on va revenir un petit peu en arrière à tes débuts, lorsque tu as commencé. Eh Tu vois, bien, avant, lorsque tu étais encore chez tes parents, est-ce que tu as toujours eu l'envie d'entreprendre ou pas du tout? bien sûr, puisque je me suis lancée en fait à la suite de mon échec, mon premier échec en médecine, j'avais 19 ans. Je me suis lancée en ligne, donc à l'époque c'était complètement nouveau. En fait, on n'avait pas du tout connaissance que le business en ligne pouvait exister. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans les premières à savoir qu'on pouvait faire de l'argent en ligne. Donc Ok. j'ai écrit des romans fantastiques à l'époque, via la plateforme Wattpad. Wattpad, c'était une plateforme d'autopublication, un petit peu comme YouTube, où tu Ok. écrivais tes romans. Donc tu mettais tu pouvais mettre un chapitre par semaine ou un chapitre par jour, et tu avais des lecteurs qui l'avaient un petit peu ils étaient abonnés à toi, et ils avaient accès à tes romans en avant-première. Une fois que le roman était complet, en fait, on le mettait sur Amazon KDP et on pouvait gagner de l'argent comme ça. D'accord. Donc, tu as vraiment commencé là-dedans et tu étais rémunéré pour ça. Exactement. J'étais rémunérée. J'ai eu l'idée de me rémunérer parce qu'en fait, au début, c'était un petit peu comme YouTube, c'était gratuit. Donc, j'étais pas forcément rémunérée sur les livres que je publiais moi-même. Mais en fait, j'ai été une des plus célèbres de la plateforme en fait à l'époque sous un pseudonyme. Ok, Et, excuse-nous. et du coup, en fait, je sais pas comment, mais j'ai senti le potentiel de pouvoir se rémunérer là-dessus. Et donc, avec des idées par exemple, tu fournissais pas tout le livre en entier, donc la fin, s'ils voulaient l'avoir, il fallait qu'ils achètent, ou des choses comme ça, ou le tome 1 en ligne et le tome 2 en achat. Enfin, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au marketing, justement pour vendre mes propres livres. Et j'ai gagné, on va dire, au bout de à peu près 6 mois, vraiment bien de cette façon. Et lorsque tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, Oui. qu'est-ce que tes proches en ont pensé? Eh bien, Ta famille, du coup. Ouais, moi, du coup, ils voulaient absolument que je continue les études, alors que moi, je voulais abandonner parce que je gagnais déjà suffisamment pour ne plus avoir besoin de travailler. Donc, c'est pas des sommes non plus extraordinaires, dans le sens, j'étais pas millionnaire à 19 ans, mais en tout cas, je gagnais bien plus qu'un SMIC. D'accord. Aujourd'hui, tu Voilà. l'es. Non, pas du tout, toujours pas non plus. Peut-être un jour, on ne sait pas. Bah, je te souhaite. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je gagnais beaucoup plus qu'un SMIC. Je gagnais, je peux le dire honnêtement, je gagnais à l'époque 2500 par mois à écrire des romans et les publier sur Amazon. Donc c'était, pour mon jeune âge de 19 ans, je me disais, je vais pas aller au McDo ou je vais pas continuer mes études
En fait, je voulais vivre tranquillement, voyager, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Je voyageais, j'étais digital nomade, donc je partais de chez mes parents, j'allais visiter des pays, etc. avec mon argent. Donc j'étais très très contente. Mais mes parents, non, ils étaient vraiment contre. Ils se disaient que ça allait forcément s'arrêter, l'entrepreneuriat, que c'était pas quelque chose de stable. Et surtout, pour eux, ils avaient vraiment cette vision un peu ancienne où on doit forcément faire des études pour être quelqu'un. Et c'est vrai qu'en France, je trouve que c'est assez courant. On va toujours se dire, soit l'enfant il a bac plus 5, soit c'est rien. Et c'est vrai que mes parents, ils avaient vraiment cette vision-là, ils avaient extrêmement peur pour moi. D'accord, parce que tes parents, ils font quoi dans la vie? Alors ma mère, elle est assistante maternelle, donc elle garde les enfants, etc. Mais elle avait fait des études auparavant, donc dans tout ce qui va être agronomie, ce qu'on appelle un technicien qui est sous l'ingénieur. Et justement, mon père, lui, il est ingénieur agronome. Donc mon père, il a fait 5 ans d'études, ma mère, elle a fait 2 ans. Et donc c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de respect pour les gens qui font des études. Pour eux, ça t'apporte forcément une situation, un CDI, que tu peux acheter une maison, etc. Ils ont vraiment ce chemin tout tracé un peu. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu t'es lancé, vraiment, ta famille n'était pas là vraiment pour te soutenir, quoi. Tu étais un peu toute seule dans ton aventure. En fait, ils avaient l'impression que c'était un rêve éphémère, un rêve immature. Qui allait s'arrêter du jour au lendemain. Donc après de longues discussions, ils m'ont quand même convaincu de partir du coup en droit, puisque j'avais échoué en médecine. J'avais lancé ce business-là et je les ai suivis en me disant que peut-être que leur sagesse allait permettre, peut-être me permettre de mieux réussir dans ma vie, parce que peut-être je me disais que peut-être ils avaient raison en fait. Mais je n'ai pas lâché ce rêve en tout cas. Okay, je l'ai jamais lâché. D'accord, tu n'as pas lâché, donc c'est-à-dire qu'après le droit, tu es revenu du coup à ce que tu voulais faire. À peine terminé mes 5 ans de droit que j'étais entrepreneur. Ok. Voilà, donc c'était vraiment, même si j'ai adoré le droit et que c'est quelque chose qui m'aide énormément dans mon parcours entrepreneurial, c'est vrai que je sais que voilà, c'était évident pour moi que j'allais faire de l'entrepreneuriat. Ok, mais est-ce que tu as eu peur de te lancer sans avoir l'aval de tes parents ou pas du tout? Oui, puisque finalement j'ai quand même écouté un petit peu leur chemin où je me suis dit je vais quand même aller faire des études en plan B. Okay. Donc j'ai quand même eu cette peur, mais en fait cette peur elle venait pas de moi, elle venait de l'extérieur. Tu avais peur de les décevoir en fait? J'avais peur de les décevoir, j'avais peur, forcément en tant qu'enfant on recherche toujours leur amour, donc j'avais peur qu'ils ne m'aiment plus, et j'avais aussi peur qu'ils aient raison en fait. Qu'ils aient raison et qu'en fait, c'était peut-être qu'un rêve éphémère. Parce qu'il faut se dire que quand tu es les pionniers du business en ligne, tu n'as pas tant que ça de modèles, en fait. Tu n'as que des modèles un petit peu anglophones, etc. Mais tu te dis que peut-être c'est les États-Unis, c'est pas la France, donc ça va peut-être pas fonctionner en France. Tu penses pas que ça va devenir un truc qui est vraiment ancré comme maintenant. Où tout le monde en entend parler, tous les jeunes rêvent d'être entrepreneurs en ligne maintenant. Et c'est vrai que maintenant, c'est normal, en fait. Mais à l'époque, le business en ligne, c'était... Vendre sur Instagram ou des choses comme ça, c'était impensable. Et du coup, toi, lorsque tu as commencé à tes débuts, est-ce que tu as été confronté à des difficultés? Bien sûr. Déjà, quand on est entrepreneur, on doit tout développer soi-même. On doit tout apprendre soi-même. Okay. On est le seul maître à bord. Donc, en fait, on ne peut pas savoir si certaines décisions sont bonnes ou mauvaises. Donc, on doit se responsabiliser très vite. Apprendre justement des compétences soi-même, c'est long, ça peut être très très long, surtout qu'à l'époque le business en ligne, il fallait tout créer soi-même parce que c'était nouveau, c'était complètement inédit, donc c'est pas comme s'il y avait des formations comme maintenant on peut trouver, qui sont peut-être des bonnes formations, qui vont te dire de A à Z comment faire. Là tu dois tout créer toi-même. Donc il y a ce côté hyper stressant, toujours se remettre en question. Donc tu étais un petit peu autodidacte? Tu es obligé d'être autodidacte, mais du coup être autodidacte ça te met toujours dans le syndrome de l'imposteur. Tu sais jamais en fait si t'es bon ou t'es pas bon. Tu avais l'impression de ne pas être légitime, quoi. Tu as l'impression de ne pas être légitime et en plus de ça, tu t'es tellement sur des sables mouvants en fait que tu vas vraiment jamais te féliciter. Tu peux jamais te féliciter parce que tu sais pas en fait que c'est bien puisque personne ne l'a fait avant toi entre guillemets. Donc en fait c'est sans fin et tu prends pas trop confiance en toi à faire ça au début en tout cas. D'accord. C'est seulement 5 à 6 ans plus tard que tu te dis waouh. À ce jeune âge, tu as eu le courage de le faire. Mais au moment où tu le vis, tu n'as pas confiance en toi. J'espère qu'aujourd'hui, tu as pleinement confiance en toi. C'est seulement 5 à 6 ans plus tard que tu te dis waouh,
à ce jeune âge, tu as eu le courage de le faire. Mais au moment où tu le vis, tu n'as pas confiance en toi. Bah, j'espère qu'aujourd'hui, tu as pleinement confiance en toi dans ce que tu fais. Eh ben, j'essaye en tout cas, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parfois de se dire... tu as l'impression, en fait, maintenant, ce que je vais raconter, comme tout le monde le fait, tu as l'impression que c'est facile, en fait. Ou même quand je vais le raconter, on va dire « Ah, mais oui, bah, bien sûr, c'est évident qu'on peut vendre sur Instagram. » Mais à l'époque, c'était impensable. On le faisait, mais on n'y croyait pas, en fait. On le faisait, on avait les résultats, on se disait « C'est pas vrai, ça s'est pas passé. » En fait, c'est ça le plus fou, quoi. Et on ne pouvait jamais être fiers de nous parce qu'on ne pouvait pas se comparer aux autres. On ne pouvait pas se dire bah, « Peut-être que tel temps de vente, c'est énorme. » Et en fait, tu veux toujours plus, mais tu sais pas que c'est bien déjà. Ouais, il n'y avait pas autant de modèles comme aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de modèle. Donc c'était très compliqué. C'était très compliqué et c'est aussi pour ça que mes parents aussi ont pu s'engouffrer dans ce côté où j'avais pas suffisamment confiance dans le modèle que j'avais, puisque j'en avais pas d'autres. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton parcours dans l'entrepreneuriat? Quand tu as commencé, quel business tu m'as dit que tu as commencé avec la vente de e-book en ligne. De e-book en livre. Mais ensuite, derrière, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais, alors, j'en ai testé beaucoup. Parce qu'après, quand tu prends le goût de tester des nouveautés, tu veux toujours être un peu dans les pionniers du marché. Donc, tu vas tester plein de choses. Il y a eu, par exemple, tout ce qui va être, à l'époque, c'est ce qu'on appelle maintenant la création UGC. À l'époque, tu étais payé à faire des vidéos sur des produits. C'est-à-dire que tu recevais une montre, par exemple connectée, tu allais l'essayer et tu allais donner ton avis sur une vidéo. C'est des vidéos qui étaient extrêmement bien payées puisque tu étais payé à l'époque entre 50 et 100 euros la vidéo. Donc ça, c'est un modèle que j'ai énormément testé. Donc je recevais des produits ou même on envoyait peut-être des formations ou des choses comme ça à essayer. Et en fait, moi derrière, j'étais ce qu'on appelle testeur en fait. À l'époque, ils appelaient ça acteur. Tu étais payé sur des contrats d'acting ou mannequin. Okay. Et ça, c'est un business qui marche extrêmement bien apparemment de nos jours. Mais moi, j'ai complètement abandonné ce modèle-là. Mais ça, c'est un business que j'ai beaucoup essayé. Aussi, donc ça a bien fonctionné. Par contre, un business où j'ai énormément fait faillite, souvent, c'était le e-commerce. Puisque... j'ai testé plein de types d'e-commerce, donc il y en a qui ont complètement échoué dès le début, il y en a qui ont marché un temps mais ils se sont effondrés, il y en a qui ont marché super longtemps. Par exemple, je peux en parler d'un, j'en avais un pendant 2 ans, officiellement la semaine dernière il s'est effondré. D'accord. Donc en fait le e-commerce c'est un business où il ne faut pas s'attacher émotionnellement à celui-là. Ok, mais quand tu as un business comme ça, qui s'effondre, qu'est-ce qui se passe en toi? Alors avant, ça allait carrément, j'allais me remettre en question sur vraiment en me disant que peut-être que j'étais plus légitime ou que j'étais plus bonne. Enfin voilà. Souvent, il y avait une partie de moi et de tous les efforts que j'avais fournis qui s'effondraient avec le business. Et maintenant, je me dis, c'est juste le jeu. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui va en fait perdre un match. Un coup, il va gagner un match. Un coup, il va perdre un match. En fait, c'est ça. C'est le jeu. On s'entraîne tout le temps, on va toujours faire tout pour que ça marche. Mais si ça ne marche pas, il ne faut pas mettre notre émotion dans la faillite d'un business. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu as ce bouton reset dans ta tête. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui se passe mal, tu passes directement à l'action suivante, quoi. Voilà. Soit je vais retenter de le relancer, soit je vais me dire peut-être que c'est le signe qu'il faut tester une nouvelle stratégie et peut-être complètement un nouveau produit ou lancer totalement une nouvelle marque. Et après ça, du coup? Et après ça, je pense que, en tout cas, souvent, le business en ligne, ça évolue très, 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 très vite par rapport à d'autres secteurs. Et donc, il faut tout le temps se renouveler, tout le temps réessayer, tout le temps penser à la suite, tout le temps être avant-gardiste. Donc, c'est à la fois épuisant et à la fois challengeant et à la fois stimulant. Et je pense que je m'y plais bien parce que ça va, en fait, faire travailler toute ma créativité. Okay. Je pense que le business en ligne, ça permet d'être pleinement créatif et en fait quand je lance des nouvelles techniques c'est ce qui va permettre aussi que maintenant c'est pour ça que j'ai ce business de consulting, c'est que maintenant moi-même je lance des business et si ça marche ou ça marche pas je vais pouvoir aller le donner à mes clients. Et c'est pour ça que maintenant je suis vraiment reconnue dans mon domaine auprès des entreprises que j'accompagne parce qu'en fait ils savent voilà, je vais leur raconter j'ai testé ça ou ça sur telle ou telle marque, donc ça peut être des marques à moi ou des marques de mes clients.
Et en fait, je vais aller transposer ce qu'on a réussi sur d'autres marques. Okay. Donc en fait, maintenant, je me rends compte que c'est le jeu, puisque derrière, tu peux aussi facturer cette prise de risque par le conseil et la formation derrière. Okay. Donc en fait, tu vends pas n'importe quoi à tes clients, parce que la plupart des trucs que tu vends, c'est des trucs que tu as déjà testé toi-même. Exactement. Donc ça c'est aussi valorisant dans le marché. Voilà, c'est très valorisé maintenant dans le marché. Je sais, en fait, mes échecs, j'arrive à les réutiliser pour mes clients. Et ça, c'est vrai que se rendre compte que l'échec, c'est pas du tout, c'est pas aussi négatif que la mentalité française de nous faire croire. Le jour où tu comprends ça, tu en fais ta force. Ouais. Et c'est quoi l'échec selon la mentalité française, comme tu le dis? C'est honteux. Je pense que, en tout cas, de ce que nous, on nous a appris à l'école publique, classique, etc., c'est que l'échec, c'est honteux. Okay. C'est honteux, on doit avoir honte. Quand on a des mauvaises notes, on n'est pas bien, on le ramène à nos parents, c'est la catastrophe. Il n'y a personne qui va nous regarder, qui va dire non, mais l'échec, c'est juste une leçon. C'est juste un apprentissage sur un instant T. Tu as eu 7 en maths, la fois d'après, tu vas voir que tu t'es loupé, tu vas retravailler dessus, et la fois d'après, tu auras 15. Non, personne ne nous dit ça. Alors que finalement, c'est juste un apprentissage. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est très intéressant. Et du coup, comment est-ce que toi tu trouves cette force de pouvoir continuer comme ça toute seule? Comme tu l'as fait depuis le début, quoi. J'ai appris à m'aimer moi-même, franchement. Parce qu'au début, c'était pas le cas? Non. Non, moi je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle à l'origine, qui a énormément travaillé sur elle, avec beaucoup de techniques de sportifs de haut niveau d'ailleurs. Okay. Voilà, donc, pour l'anecdote. Tout ce qui va être développement du mental, mais vraiment au prisme du sportif. Parce que pour moi, il y a vraiment une métaphore, j'adore dire cette métaphore à mes clients. Je dis toujours que le sportif de haut niveau, pour moi, être entrepreneur, c'est être sportif de haut niveau. Faut garder la discipline tous les jours. Des fois, tu n'as pas envie le matin, parce que tu n'as personne pour te dire va travailler. Donc déjà, tu dois te lever toi-même, tu dois te donner la motivation, tu dois t'auto-coacher dans ta tête, même si évidemment on peut nous-mêmes prendre des coachs qui vont nous accompagner, évidemment, mais c'est vrai que tu dois avoir ce côté où tu te coaches toi-même et ce côté rigueur sur le long terme, très long terme. Des fois, tu vas travailler. Moi, en ce moment, j'ai des business, je mets 6 mois à les lancer. C'est-à-dire que pendant 6 mois, je travaille sur un business et ça ne fonctionne pas. Et il faut retravailler les stratégies, revoir ce qui ne va pas, ou je sais que ça va mettre 6 mois à prendre, donc je prends le temps pendant 6 mois de lancer des business. Là, je récolte en ce moment les fruits d'un business que j'ai lancé il y a 6 mois. Voilà. Et donc ça, c'est comme un sportif. Hein. Ok. Mais pour toi, par exemple, c'est quelque chose de, on va dire, je dirais pas que c'est simple, mais tu as peut-être plus de facilité à être discipliné que certaines personnes. Est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire? Par exemple, à une personne qui n'a pas de discipline dans sa vie, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour pouvoir devenir discipliné? Déjà, de commencer le sport. Hein. Je trouve que le sport, ça aide à la discipline. D'accord. Le sport, aller à la salle de sport tous les jours, etc. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont aussi très réguliers dans le sport. Tous les jours, aller faire du sport, ou en tout cas très fréquemment, parce qu'en fait, il y a ce côté rigueur du sport. Et je pense que d'ailleurs, les meilleurs entrepreneurs que j'ai croisés dans ma vie m'ont tous dit qu'ils ont été sportifs de haut niveau, ou en tout cas presque dans leur vie, parce que c'est quelque chose qui donne la discipline. Donc, je pense que c'est difficile quand même. C'est pas n'importe qui peut réussir, dans le sens où pas tout le monde est capable de reprogrammer son cerveau pour avoir cette discipline personnelle. Okay. Parce que finalement, quand tu es 100% libre et que tu peux ne pas te lever ou pas, personne va te dire vas-y. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as développé des compétences, des compétences en discipline particulière, par exemple? Vraiment, déjà, je me parle comme à ma meilleure amie. D'accord. Donc, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très cash, donc qui va aller dire les choses comme elle le pense, mais avec toujours bienveillance. Donc, c'est-à-dire qu'avec moi-même, je vais me parler à moi-même en me disant « Allez, vas-y ». C'est pas en dormant jusqu'à 15 heures que tu vas y réussir. Mais par contre, si jamais vraiment un jour, j'ai vraiment envie de me reposer parce que je me sens très fatiguée, je vais quand même m'autoriser à le faire. Okay. Il y a ce mix entre bienveillance et se pousser aussi. Okay. Donc ça, c'est le tips. En fait, c'est se parler comme on parlerait à son ou sa meilleure amie. D'accord. Ça, c'est très important. C'est avoir parce qu'en fait, c'est difficile de se parler à soi-même.
Donc il faut des fois se voir comme une troisième personne, Ok. comme la troisième personne. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire pour moi-même, pour me booster. D'accord. Après, je me donne des objectifs très, 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 très précis avec par exemple, ce qu'on appelle, souvent on l'utilise, un vision board. C'est un tableau de vision, je sais exactement ce que je veux dans telle suite de ma vie. Ok. Si je veux par exemple atteindre tel objectif, je vais me le mettre dans mon fond d'écran, sur un tableau, dans mon carnet, et tous les jours je vais y repenser. D'accord. Donc tu penses qu'on peut vraiment y arriver aussi par la visualisation, justement. Ouais, vraiment. La visualisation, c'est quelque chose de très important, et je sais qu'en sport, on l'utilise énormément. Visualiser ses objectifs, visualiser, être dans l'action de faire la chose, ça va t'aider à y arriver. Donc la visualisation, je trouve que c'est une technique. D'accord. Se parler à soi comme à une troisième personne et la visualisation. Ok. Et je suppose qu'en tant qu'entrepreneur, Oui. il y a souvent des moments où tu te retrouves, on va dire, toute seule, vu que c'est toi-même qui gères ton Oui. propre business. Oui. Donc, comment tu fais pour gérer mentalement les moments où tu es toute seule, où le doute peut s'installer, par exemple, en toi? Eh bien, j'ai un carnet qui s'appelle le carnet de la réussite, où je D'accord. vais aller relire tout ce que j'ai réussi. Tout ce que tu as réussi. Et ce carnet date de 2020, donc ça fait littéralement 6 ans que je rédige mes réussites. Ok. Et en fait, ça me raccroche à moi-même, à tout ce que j'ai déjà parcouru. Et donc, j'ai pour me rappeler d'où je viens et de mon passé, ce carnet-là. Et pour le futur, j'ai le vision board de mes rêves. Donc, c'est ça qui va me raccrocher à qu'est-ce que je veux, et qui va me réaligner avec moi-même, en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement dur de rester focus quand on est seul. Bon, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, pour faire le parallèle avec les sportifs, il y a certains sportifs, justement, que lorsqu'ils ils font des matchs un peu moins bien, Ouais. où ils commencent à douter, ce qu'ils font, ils vont regarder des highlights de leurs vidéos passées, où ils faisaient des bonnes choses, pour se rappeler que finalement, ce sont des bons joueurs. Ouais, voilà. C'est très important. En fait, on oublie de fêter nos victoires, on oublie de se rappeler qui on est. Et en fait, à être toujours trop dans le futur, on oublie notre passé. Et notre passé, il va nous rappeler qui on est, ce qu'on a voulu, ce qu'on a parcouru. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis très écrit, je suis très visuelle, moi, comme personne, pour rester focus. Ok. Et c'est quoi le moment le plus difficile que tu as traversé dans ton parcours? Il y a vraiment une grosse faillite qui a été très compliquée, puisque c'était pendant le Covid, une marque qui était en train de monter, que j'avais créée avec une amie. On était en train de la lancer, etc. On avait donc une agence de management d'artistes, peintres et sculpteurs. Ok. Donc assez original, et on était en train vraiment de monter au step d'après. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc ça a complètement mis à mal tout ce qui va être événementiel. Et ça a été très très gros échec pour moi à ce moment-là, très 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 douloureux. Et pour mon ami aussi à l'époque. Et ça a été dur de se relever. Voilà, ça c'était vraiment le plus dur, parce que je trouve que encore maintenant, c'est un business model que je trouvais super intéressant, et qui m'aurait beaucoup plu. Et ça fait partie des choses que, si à l'occasion ça se présente, je relancerai avec plaisir. D'accord. Voilà. Bon, je suis partie sur d'autres directions. mais du coup, d'ailleurs, j'ai accompagné l'année dernière justement presque le même business model à se monter. Pour un petit peu oublier cet échec cuisant. Mais ça a été impossible à remonter, parce que pendant le Covid, ça a duré près de 2 ans. Donc, c'est sûr. Le Covid, là, d'accord. Écoute, tu peux lui dire merci. Donc, merci à lui. Ah là là. Et du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu disais que tes proches n'étaient pas forcément favorables au fait que tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils voulaient une autre carrière pour toi. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que leur vision de toi a complètement changé? Leur vision, elle a complètement changé, puisque ils sont plus que favorables. J'ai eu même la chance de lancer un business avec l'aide de ma maman, puisqu'elle a vraiment mis la main à la pâte dans ce business. Elle a eu sa part de créativité aussi dans ce business. J'ai vraiment lancé un business avec elle, alors que au début, elle était plutôt réfractaire sur le sujet. Mais maintenant, elle est complètement convaincue
de ça et elle encourage ça. Et même si parfois elle a toujours cette peur que ça ne dure pas dans le temps, je pense qu'après toutes ces années, maintenant, elle est suffisamment rassurée en fait par la chose et elle voit qu'en plus je peux jongler avec ma vie de maman, etc. Et donc c'est finalement que je suis très heureuse comme ça, donc elle est vraiment rassurée. Et maintenant, c'est vrai que par exemple mon petit frère qui a 7 ans de moins, quand il a dit qu'il voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., ça l'a pas du tout choqué. Parce que ça a permis d'ouvrir les consciences, la voie. Et donc même maintenant, son conjoint, il est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat à l'heure actuelle. Et pour elle, elle trouve ça super. D'accord, donc tu es celle qui a ouvert la voie de l'entrepreneuriat dans ta famille, quoi. Bah oui, ça leur a montré que c'était possible. Et même des fois, je dois en réfréner certains en leur disant attention, c'est pas non plus si facile en fait de se lancer. Mais c'est vrai que ça leur a permis de se dire que l'entrepreneuriat, c'était une troisième voie possible. Quand je dis troisième voie, pour moi, il y a toutes les carrières, la carrière normale, et après, il y a tout ce qui va être peut-être l'art et le sport, et l'entrepreneuriat qui est une troisième voie complètement à part. Et je pense que maintenant, ils ont cette vision que c'est possible en fait de se lancer aussi là-dedans, que c'est un métier à part entière. D'accord. Et à tes débuts, lorsque tu t'es lancé, qu'eux n'étaient pas forcément favorables à tout ça, est-ce que tu leur en as voulu ou pas du tout? Je leur en ai beaucoup voulu. Parce que de pas me soutenir, parce que forcément on cherche toujours le regard et l'approbation de nos parents. Mais maintenant, avec le recul, je les remercie de ne pas m'avoir soutenue déjà dans un premier temps, parce que c'est mon côté aussi opposition, rebelle qui m'a permis de continuer. Je pense que s'ils m'avaient donné leur accord, j'aurais peut-être pas été aussi persévérante. J'avais besoin de leur prouver que j'allais réussir. Et le deuxième aspect aussi où je dis toujours, je les remercie, c'est qu'en fait, il y a ce côté, en fait, comme ils m'ont quand même poussé à faire des études et que je les ai écoutées, ces études-là de droit, elles m'aident encore énormément dans ma vie d'entrepreneur. Et c'est vrai que si j'avais pas fait ces études, j'aurais peut-être pas autant réussi l'entrepreneuriat en fait. Parce que le droit, ça te donne une rigueur, une discipline, on en parlait tout à l'heure, la discipline en fait aussi une rigueur et une discipline, le droit, pour avoir cette capacité d'apprendre autant de connaissances, de raisonnement aussi, ce raisonnement que j'applique sur n'importe quel domaine et qui en fait m'aide énormément. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es totalement en paix avec ça, quoi. Exactement, je suis en paix, ils sont en paix, ils sont très fiers et ça fait plaisir. Et qui es-tu lorsque tu n'es pas en train de travailler? Eh bien, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui est toujours en train de rigoler, sourire, faire des blagues. Et je suis aussi une maman, donc j'aime bien jouer avec mon fils, rigoler avec lui, etc. Mais c'est vrai que dans la vie pro, je suis très très sérieuse, très carrée. J'ai vraiment deux visages. Et alors que dans ma vie perso, je suis beaucoup plus fun. Souvent, on dit que je suis un petit rayon de soleil. Mais dans le côté business, c'est vrai que c'est carré. Donc, deux visages. C'est bien. Et est-ce que tu penses que ta réussite a vraiment changé ta personnalité ou pas du tout? Bien sûr, puisque c'est ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, à force de réussir, etc. De justement ce carnet qui me permet de noter toutes mes victoires d'une vie et de toutes ces victoires de ces dernières années, ça me permet de vraiment avoir pris confiance en moi. Donc de réussir l'entrepreneuriat, tout ce chemin, évidemment, ça m'a donné ce que beaucoup de gens recherchent toute leur vie, la confiance en soi. Donc c'est top. Et en plus de ça, ça m'a permis aussi de me dire que si mon fils il veut un jour être entrepreneur, ce serait un peu le plus beau cadeau qu'il puisse me faire, parce que j'aimerais vraiment qu'il goûte aussi à cette liberté et ce bonheur. C'est sûr que là, tu pourras vraiment l'orienter bien comme il faut, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à la jeune toi au tout début de ton aventure? Eh bien, je lui dirais continue de te battre, crois en toi, parce que tu verras, tu vas vraiment un jour être fier de toi, parce que avancer sans être fier de soi, c'est long, mais une fois que tu es aligné avec toi-même, waouh, ça fait du bien, et donc je lui dirais t'inquiète pas, tu verras, un jour on aura confiance en nous. C'est bien. Et du coup, tu dirais quoi à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui et qui ne savent pas spécialement comment faire?
Je leur dirais de se former. Franchement, de nos jours, on a la chance d'avoir toutes les formations sur Terre. Donc évidemment, il y en a des moins bonnes et des bonnes, mais donc se renseigner sur les avis en fait des gens. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se lancer. Mais sur les connaissances, franchement, ça va être facile, mais surtout de travailler leur état d'esprit. Ce qu'on appelle en anglais ou souvent sur les réseaux sociaux, leur mindset. C'est 90% de la réussite d'un entrepreneur. Donc, prenez le temps de travailler votre mindset, formez-vous, prenez même beaucoup de temps à vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire lancez votre projet sur 6 mois, 1 an, sans stress, prenez votre temps et ça marchera. Mais c'est vrai que avant, c'était facile de lancer un business comme ça en 1 seconde et vraiment que ça marche rapidement, mais de plus en plus, c'est beaucoup plus lent. Et en fait, c'est pas si mal parce que finalement, ça permet aussi de savoir si on a vraiment envie de le faire, de pouvoir faire ce travail sur soi-même et ce travail sur son mindset en fait. Donc il faut prendre le temps. D'accord. C'est vraiment le conseil. Ok. Et bien se former. C'est vrai que c'est très important. Que c'est vraiment important d'investir sur soi au final. D'investir sur soi. Ouais. Du temps et de l'argent. Par les connaissances, parce que c'est de plus en plus compliqué quand même. Donc, parce que c'est devenu un petit peu le rêve de tout le monde, et parce que ça a été un peu un effet de mode. Et en fait, c'est ce quand il y a un effet de mode, malheureusement, il y a trop de concurrence au bout d'un moment. Mais je pense que petit à petit, le marché va rediminuer et il y aura de moins en moins de concurrence. Bah écoute, on espère. Hein. On espère, oui. Et c'est quoi l'erreur que tu vois le plus chez les débutants aujourd'hui? De penser qu'il ne faut pas bosser son état d'esprit. De penser en fait, qu'avec ta mentalité de salarié, tu vas réussir dans l'entrepreneuriat. Okay. C'est comme si, en fait, tu fais un grand écart. Tu deviens ton propre patron. Tu deviens à la fois ton coach personnel, mental, ton patron qui t'engueule, tu deviens communicant, marketeur, tu deviens gérant administratif, tu deviens tout d'un seul coup. Et en fait, ce besoin d'être multicasquette, c'est l'inverse du salariat. Parce que le salariat, on te demande de faire une tâche. Enfin, une tâche ou du moins une série de tâches, toujours les mêmes. On te met dans une case. Ouais, on te met dans une case. Alors qu'être entrepreneur, c'est toujours se réinventer, c'est être créatif. C'est être capable justement de se remettre tout le temps en question. Donc c'est pour ça je te disais, il faut prendre le temps de se déconstruire de son état d'esprit de salarié. Et donc c'est pour ça que je disais que 90% de la réussite d'un entrepreneur, c'est son état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut le construire. Et ça, c'est long. Ok. Donc, et c'est quoi pour toi les 3 qualités indispensables pour réussir dans l'entrepreneuriat? J'ai bien compris qu'il y avait l'état d'esprit, donc le mindset en tout premier. Et les 2 autres, ce serait quoi pour toi? Être créatif. D'accord. Très créatif. Foisonner d'idées, en fait. Et la créativité, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui se travaille? Oui, justement en lisant énormément, en regardant énormément de formations, de contenus, en se faisant accompagner, en discutant aussi avec d'autres entrepreneurs tout le temps. En fait, la créativité, elle peut être stimulée par plein de techniques, mais c'est vrai que la créativité, elle peut pas être stimulée si tu restes seul avec toi-même, en pensant avoir raison. Donc toujours se remettre en question. Je pense et c'est pour ça que la 3e qualité que je donnerais, c'est l'humilité. D'accord. De l'humilité de toujours se remettre en question. Donc c'est aussi pour ça que je disais qu'au début d'entrepreneuriat, c'est compliqué parce que tu vas toujours être dans ce côté jamais satisfait de toi-même, etc. Mais en fait, ça c'est quand même ta force à la fin. C'est quand même ta force de rester humble, de se dire peut-être que là, voilà, ça fonctionne plus, peut-être parce que j'ai été moins bon. Voilà. Mais l'humilité, c'est super important. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas du tout? Pas du tout. Pas de regret? Pas de regret, tout est leçon. Okay. Tout est apprentissage. Donc vraiment, tout ce qui s'est passé était un très bon chemin de vie. Très bon. Donc pas de regret. Et là maintenant tout de suite, si tu devais résumer ta vie en une seule citation pour les autres, ce serait laquelle? Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir parce que si tu as de la connaissance, tu seras toujours le meilleur, tu auras toujours un train d'avance. C'est pour ça que j'ai dit que se former dans l'entrepreneuriat, par exemple, c'est très important. Il faut continuer de se former en continu auprès de différentes sources. Et le savoir, c'est le pouvoir, c'est que plus tu en sais, plus tu réussiras. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse dans ta vie?
très heureuse. Franchement, aucun problème là-dessus. Très fière écoute, de c'est moi. parfait, c'est très important. Ben, écoute, merci beaucoup Elodie pour ce moment de partage qui est vraiment très inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'inspirer de ton parcours. Eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité en tout cas. C'était un très très bon moment. Ben, il n'y a pas de souci, c'est normal. C'était BLM Studio. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires avec de nouveaux invités pour battre le moteur.